Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être avec nous. Vous êtes le député La France Insoumise du Nord. Vous êtes numéro 2 du mouvement. Vous n'avez pas mis votre t-shirt aujourd'hui? Quel t-shirt? Le Ben, t-shirt que nous avons porté hier voilà, à hier, l'Assemblée? hier, Non. vous tous députés, vous aviez un t-shirt avec une définition du mot hypocrite. Et vous aviez dit qu'hypocrite, c'était ceux qui applaudissent Greta Thunberg le matin et votent le CETA l'après-midi. De fait, c'est ce qui s'est passé. Oui, je pense qu'on a vécu un moment historique hier en fait, mais c'est passé un peu sous les radars, c'est-à-dire que dans le ronronnement habituel des travaux de l'Assemblée nationale en plein été, d'ailleurs c'est souvent en plein été que sont votés des textes particulièrement contestés, les Français en ont l'habitude, mais là hier il y avait quand même une conjonction de faits qui était assez intéressante, puisque par l'effet du report de vote sur le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, le CETA, qui devait avoir lieu normalement la semaine dernière et qui a été reporté à hier, on avait la canicule, que tout le monde a à connaître, qui est de notre point de vue, clairement, l'un des symptômes du changement climatique qui maintenant envahit notre quotidien. Jusque chaque jour, la canicule pendant parfois une semaine, plusieurs fois par mois. On avait l'invitation qui avait été faite par plusieurs députés des jeunes de Youth for Climate, de représentants du GIEC, donc des scientifiques, et de Greta Thunberg, cette figure du mouvement de la jeunesse pour l'écologie, pour le climat. Vous qui s'est estimez qu'elle mobilisée. avait sa place pour le coup Mais à évidemment, l'Assemblée? surtout que, si vous voulez, ces propos sont assis sur un constat scientifique qui a d'ailleurs été rappelé hier par la représentante du GIEC qui se trouvait là. Et l'après-midi, on avait donc à se prononcer sur un traité de libre-échange qui poursuit un certain modèle économique de grand déménagement du monde, qui par nature donc procède de hausse d'émissions de gaz à effet de serre et qui en plus procède aussi d'un abaissement de normes, parfois de normes sanitaires, et donc qui pose question en matière climatique. Pour Et vous, donc, ils sont contradictoires. C'est-à-dire que est-ce que c'est pas le principe même du libre-échange qui, pour vous, est contradictoire avec l'écologie, avec ah mais la si, question de la justement, moi protection je de le la planète? pense. Raison pour laquelle je dis que, et nous disons, et c'était le sens de ce t-shirt, que venir applaudir le matin Greta Thunberg et son constat qui consiste à dire il y a urgence, on a peu de temps pour relever le défi, les scientifiques nous alertent, et donc par exemple on ne peut pas s'en remettre au marché pour régler le problème. Sauf que vous, les conséquences que vous en tirez, c'est qu'il faut arrêter ce libre-échangisme. Moi, écoutez, justement, comme je ne suis pas scientifique, je m'en remets beaucoup à la parole des scientifiques en la matière. Les scientifiques nous disent une chose, c'est que la catastrophe est avancée. Ça, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, tout l'échiquier politique s'accorde à le dire. Même s'il y a encore quelques climato-sceptiques, je crois qu'ils sont de plus en plus restreints. Mais néanmoins, au-delà de l'urgence qualitative, du point de vue de ce qu'il y aurait à faire ou à ne plus faire, il y a une urgence temporelle. C'est ce que nous disent aussi les scientifiques. Ils nous disent, vous n'avez pas tout le temps pour régler le problème. Vous avez 10 à 12 ans pour opérer une bifurcation d'ampleur. Alors, Apolline de Malherbe, disons-nous les choses franchement, si le temps est limité pour régler le problème, vous conviendrez avec moi qu'en tant que responsable politique, les conséquences que vous en tirez sur la méthode à appliquer, sur les solutions à trouver, sont pas exactement les mêmes que si on avait un demi-siècle pour régler le problème. Alors du coup, j'en tire cette Mais conclusion. chacun de vous en tire des conclusions différentes. Mais c'est Vous, un- à la France Insoumise, vous estimez donc qu'il faut mettre fin aux échanges eh bien, internationaux, à un certain alors, nombre de règles du commerce mondial. Donc la prise de conscience est actée, tout le monde est à peu près écologiste, mais il reste effectivement des désaccords entre nous qu'il ne faut pas mépriser, parce que ça participe aussi de l'élévation du débat. Si nous avons 12 ans pour régler le problème, je ne crois pas qu'on puisse attendre que les petits ruisseaux fassent de grandes rivières, qu'on puisse attendre qu'on modifie à la marge, en verdissant un peu ça et là le programme, comme le fait M. Macron, en proposant par exemple que l'on interdise ou que l'on recycle davantage le plastique. Pour moi, et d'ailleurs ça a été mis notamment en cause par Nicolas Hulot, qui quelque part dans sa tribune réaffirme des choses que nous disons depuis longtemps, et c'est tant Oui, mais mieux. enfin, pardon, Nicolas consiste Hulot à dire lui-même, que- lorsqu'il Oui, était mais- ministre, il l'avait signé. C'est pas très grave, Apolline de Malherbe. Vous savez que C'est pas très hier, grave. non mais je veux dire une chose, on peut changer d'avis. Hier, par exemple, on votait contre le traité de libre-échange CETA, ceux qu'en ont été les artisans, parce que cette affaire, ça a été une négociation peut-être dans une forme d'opacité au niveau européen, mais on sait très bien qui a posé la première pierre ici en France. Ça a été une négociation notamment ouverte par M. Sarkozy, poursuivie par M. Hollande, et tous les trois avec M. Macron ont tapé sur le même clou. Et pourtant, hier à l'Assemblée Mais est-ce que nationale, précisément la tout ça droite ne a montre pas largement que voté finalement contre. ce sont des idées politiques ou politiciennes même qui ont Non, mené je crois, à ce et vote? moi je veux pas mépriser, y compris le fait que des adversaires Quand politiques tu changes puissent d'avis, ça changer vous d'avis. arrange. Non, parce que le problème dépasse, je crois, nos désaccords politiques. Enfin, qu'on soit de droite ou pas, qu'on soit de gauche ou pas, ou même qu'on n'ait pas d'idée spécialement politique, il y a une chose qui est claire, c'est que cette affaire nous met toutes et tous au pied du mur. Si on ne règle pas le problème dans le temps imparti, nos discussions politiques et nos désaccords vont être relégués à un large second rang, vous l'imaginez bien. Donc moi je dis une chose, arrêtons de considérer que si le diagnostic est le suivant, c'est-à-dire un temps limité pour régler le problème, on peut faire autre chose que de rompre avec un certain modèle économique. Et j'attire votre attention sur le fait que les jeunes qui se mobilisent
pour le climat. Ces jeunes que Macron a exhortés à rendre la vie impossible aux dirigeants. Vous vous souvenez, il a dit ça avec Elton John sur le perron de l'Élysée. Et dans le même temps, les jeunes d'Extinction Rébellion qui étaient mobilisés et qui faisaient des actions de désobéissance non violente ont reçu du gaz lacrymogène alors qu'ils étaient non violents et assis. Effectivement, on ne peut pas d'un côté exhorter la jeunesse à rendre la vie impossible aux dirigeants, ce qu'a dit textuellement M. Macron, et quand il y a des actions non violentes de la part de notre jeunesse qui va jusqu'à faire grève scolaire et qui dit d'ailleurs qu'elle ne devrait pas avoir à faire ça. C'est le sens de ce qu'a dit hier Greta Thunberg à l'Assemblée. Elle dit normalement, c'est pas à nous les jeunes de prendre en charge ce problème. C'est à vous les politiques et en plus les scientifiques, et je vous demande de les écouter, c'est le sens de son message, vous disent en gros ce qu'il convient de faire. Il y a un modèle économique obsolète, périmé, qui est celui de ce libre-échange, qui est celui de ce libéralisme exacerbé. Pour régler le défi climatique, il faut pouvoir planifier. Nous appelons à la planification écologique. Ce mot, je sais, parfois fait penser à un imaginaire un peu dépassé, mais en réalité, toutes les entreprises planifient. Elles organisent leur activité dans un temps imparti. Donc il faut s'inspirer des entreprises. Il faut pouvoir planifier et régler la question. Et moi, je suis persuadé aussi, pour ne pas avoir qu'un constat alarmiste et catastrophisme, que nous avons toutes les capacités à le faire. Les compétences techniques existent, les savoir-faire existent, les brevets existent, mais évidemment, ce qu'il y a lieu de faire en termes de transition du modèle agricole, en termes de transition du modèle énergétique, toutes ces choses passionnantes, tout à fait enthousiasmantes que la France pourrait faire et mettre en partage avec ses voisins européens, eh bien, ne répondent pas aux injonctions du marché. Il faut donc rompre avec ce modèle économique, et j'en termine là. Les jeunes qui se mobilisent pour le climat, qui vont le refaire au mois de septembre, regardez leur mot d'ordre, regardez leur pancarte. Ils ont bien compris où se situait le nœud, et que le nœud était le modèle économique. Si la toile de fond reste le libéralisme économique, on ne réglera pas le problème. Mais d'ailleurs, quand je vous écoute, Adrien Cadenins, je me dis au fond, pourquoi est-ce que les jeunes n'ont pas voté pour vous? Ils ont voté ce discours que vous tenez. C'est un discours effectivement qui tient beaucoup à cœur de la jeunesse, mais la jeunesse, elle a voté Yannick Jadot aux dernières élections. Elle n'a pas voté la France Insoumise. Qu'est-ce qui fait que vous êtes complètement décalé aujourd'hui? D'abord, disons une chose, si la question climatique, au-delà même de savoir pour qui on vote, est de plus en plus prégnante, c'est satisfaisant, parce qu'on a un problème à régler, je vous l'ai dit, qui dépasse nos désaccords. Après, c'est vrai, à cette étape, et notamment à l'issue des derniers scrutins, demeure un débat entre nous. Monsieur Jadot, mais ce débat, il a même lieu au sein d'Europe Écologie Les Verts, Monsieur Jadot a eu l'occasion dans la campagne de dire que, pour sa part, et il a sa cohérence pour lui, il estimait que l'écologie pouvait tout à fait s'accommoder d'une forme de libéralisme économique. Moi, je considère que ce n'est pas le cas. Et je crois que c'est un débat qui est intéressant, qu'il faut qu'on puisse avoir. Moi, je considère qu'on doit rompre avec ce modèle économique, qu'on peut le faire et qu'on peut même réindustrialiser le pays avec ce qu'il y a lieu de faire en matière écologique. Jean-Luc Mélenchon a rendu récemment à l'Assemblée un rapport passionnant, je vous invite à aller découvrir, sur l'économie de la mer. On est la deuxième puissance maritime, on est la deuxième puissance maritime mondiale compte tenu de toutes les frontières qu'a dans le monde la France, notamment sa plus grande frontière est avec le Brésil, vous le savez. On est la deuxième puissance maritime du monde, on fait si peu en matière d'économie de la mer. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait investir considérablement et que notamment, un autre point de désaccord que j'ai avec M. Jadot, c'est que je dis que ces traités européens qui empêchent d'investir considérablement, qui nous obligent à respecter une forme de doxa budgétaire, nous mettent en retard sur ce qu'il y a lieu de faire. Vous savez, Apolline de Malherbe, le constat écologique, on peut tous le faire. Et je pense que beaucoup ont le bon diagnostic. Mais il faut voir aussi que l'écologie, elle va quelque part, comment dirais-je, contraindre certains intérêts particuliers. C'est pas parce que j'ai avec d'autres le bon diagnostic que y compris les efforts qu'on fera. Non mais attendez, juste c'est important. C'est pas parce qu'on fait le bon diagnostic qu'on va nous sauter dans les bras pour dire c'est magnifique ce que vous dites. En bon capitaliste aujourd'hui, face au changement climatique, si vous êtes un bon capitaliste, vous dites pas comment je règle le problème. Mais il y a aussi un business du verre. Justement, parlons-en. C'est-à-dire que certains n'ont pas intérêt à ce changement de modèle. Certains veulent à tout prix que ce modèle persiste. Oui, il peut peut-être même être compatible. Et même, non, je ne le crois pas. Moi, je ne le pense pas. Si on a 12 ans pour régler le problème, je ne le pense pas. La plupart des innovations sont aussi le fait. Mais aujourd'hui, en bon capitaliste, que feriez-vous si aujourd'hui vous n'agissiez que pour l'intérêt de votre profit et que vous voyez. Attendez, c'est important. C'est pas une forme d'hypocrisie. C'est-à-dire, en gros, il y a les gentils écolos et puis il y a les mauvais écolos. C'est un peu comme les chasseurs. Non, c'est pas une question de. Enfin, franchement, si c'est l'effet que je vous fais en posant le cadre du débat ou en vous disant clairement il y a une question, c'est que tout le monde s'accorde sur le diagnostic mais n'est pas d'accord sur la solution, franchement je pense que c'est pas un débat qui peut être résumé à bon écolo, mauvais écolo. Mais aujourd'hui il faut supporter une chose, comme j'allais le dire, en bon capitaliste aujourd'hui, si vous aviez à investir, vous investiriez dans la climatisation, peut-être dans les gilets de sauvetage si le niveau de l'eau va monter, et vous ne vous occupez pas de comment on règle le problème. Il faut nécessairement des décisions politiques fortes, parce que oui, la question climatique établit un intérêt général à toute l'humanité, et
il faut que les intérêts particuliers s'y soumettent. Voilà ce qu'il faut dire. Adrien Quatennens, on a changé récemment de ministre de l'écologie, précisément. Les rapports ont été rendus hier sur l'affaire de Rugy. Travaux justifiés. Aucune irrégularité pour les dîners, sauf 3 qui seront remboursés par François de Rugy et son adhésion à Europe Écologie Les Verts payée avec son compte personnel, finalement. Est-ce que François de Rugy a donc démissionné pour rien ? Je ne sais pas, en vrai j'ai envie de vous dire que c'est un feuilleton estival pour lequel j'ai le plus grand mal à me passionner. Je n'ai pas de raison objective de remettre en cause le rapport qui a été rendu par le personnel de l'Assemblée, donc je connais la rigueur. Maintenant, au-delà de cette question et au-delà du respect des règles éventuelles, même s'il persiste cette affaire des 3 dîners potentiels sur lesquels il y aura un problème, au-delà de cette affaire et du cas particulier de M. de Rugy, parce qu'en réalité je pense que si on investiguait dans tous les ministères ou partout, on pourrait trouver aussi peut-être Et chez la des France choses. Insoumise ? Mais non, je ne le crois pas parce que nous, précisément, nous essayons à chaque étape d'être extrêmement vertueux. Regardez par exemple la Mais charte. est-ce que ça existe d'être 100% vertueux ? Est-ce que ça existe la vertu absolue ? On peut essayer de tendre vers en tout cas. Moi, je pense Mais que ça quand on dit quelque regarde chez chose. vous, pardon, Non, mais il y a quand même eu des affaires. Alors après, vous n'êtes pas au ministère, donc l'acharnement n'est peut-être pas le même, mais il y a eu des questions quand même d'occupation d'appartements à loyer modéré. Il y a eu quoi la vous question pensez du financement ou des rémunérations de quelqu'un comme Sophia Chikirou, proche de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça veut dire que malgré tout, Non, vous mais êtes prêt peut-être est-ce qu'il y a, à est-ce ce qu'il y a- que cette vertu, dans cette recherche de dans les vertu cas que vous s'applique à tout citez, le monde ? est-ce que Sophia Chikirou a été mise en cause par rapport à des montants ou un enrichissement personnel Il y a des enquêtes qui sont en cours. outrancier. Non, mais vous voyez bien Il y a qu'y des compris enquêtes sur qui la sont en question cours. des comptes de campagne, je pense que toute la lumière a été faite. Sophia Chikirou est même venue sur votre antenne avec les factures, etc. Mais Non, non. c'est le cas de François de Rugy. Mais c'est normal. le cas Oui, de non, mais François de justement, Rugy. moi, je suis pas en train de faire le procès de qui que ce soit. Je vous dis une chose, c'est que. Et puis sur le cas des appartements, c'est pareil. Parce que je vais vous dire une chose là-dessus aussi, Apolline de Malherbe, faut un peu arrêter parce que vous le savez, vous êtes bien placé pour savoir que pas parce qu'on passe à la télé qu'on gagne beaucoup d'argent. Et donc, si vous pensez à certains de mes collègues qui ont été mis en cause, notamment pour l'occupation d'appartements, sont des gens qui, au cours de leur campagne, avaient pu dire que dès qu'ils seraient élus, ils déménageraient parce que avant, ils étaient notamment professeurs pour l'un d'entre eux, donc et ils n'étaient pas du tout assis sur un tas d'or, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc aussi, parfois, il faut se dire, pas parce qu'on voit des gens à la télévision qui soient des porte-parole de formation politique, que nécessairement ils pètent dans la soie et ils profitent d'un train de vie Mais vous sentez particulièrement bien ce que je veux dire, important. Adrien Quatennens, Non, mais c'est que cette recherche de la revenons- vertu, oui. est-ce qu'elle n'est pas excessive Non, mais au revenons fond ? à une Est-ce que chose. vous n'êtes pas en train finalement de Je crois vous que- tous je crois vous que- abîmer avec cela ? Non, je crois que Où est alors, la limite ? je crois que les Français sont exigeants. Et d'autant plus dans un contexte où on leur demande sans cesse des efforts. C'est vrai que si on regarde le train de vie des responsables politiques comparativement au train de vie de certains grands dirigeants, c'est sans commune mesure, je veux dire. Mais quelque part, quand vous incarnez la fonction, quand vous êtes représentant du peuple, parlementaire ou ministre, vous devez une forme d'exemplarité. Au-delà même du respect des règles, je veux dire, quand on demande des efforts sans cesse au portefeuille aux Français jusqu'à aller grignoter quelques euros d'APL, effectivement, ça pose un vrai problème que de pouvoir être pris la main dans le sac, de boire des grands crus à de grandes tables à l'Assemblée. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Hein, avant d'être parlementaire, j'étais conseiller clientèle sur un plateau téléphonique. Je veux dire, quand on se retrouve à passer du civil comme ça à un mandat, parce qu'il faut rappeler que c'est un mandat, c'est une durée limitée. Bien sûr. Il ne faut pas banaliser ce qui se passe. Je veux dire, Vous voulez évoluer. dire de l'ordre psychologique, de l'ordre C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez, par exemple, comme c'est mon cas, à 28 ans, parce que c'était mon âge quand je suis arrivé à l'Assemblée, sous les ordres de la République, etc. On peut se laisser griser ? Mais il faut justement y veiller. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je franchis le seuil de l'Assemblée... Vous avez failli vous laisser griser ? Non, mais je veux dire, je ne banalise pas. Je ne m'habitue pas au décorum, etc. Mais vous trouvez beau, vous voulez pas forcément le... Et je crois que les Français en sont d'accord, c'est leur patrimoine. Mais il faut pas qu'en soit déduit un modèle de vie qui nécessairement vous déconnecterait de la vie des Français. C'est extrêmement important. Adrien Les Français, Quatennens. eux, on leur demande de se serrer la ceinture. Donc les élus doivent être exemplaires. Après, je mets en garde aussi, c'est vrai, contre certaines cabales politiques qu'il peut y avoir derrière tout ça. Parce qu'aujourd'hui, Il c'est y avait une M. chasse de à l'homme ? Rugy. Pour vous, il y avait une chasse Écoutez, à moi, l'homme ? franchement, j'ai pas tous les éléments et ça me passionne assez peu. Mais par exemple, moi, je pense que M. de Rugy, sa démission aurait plutôt été le fait de son inconséquence climatique et écologique que de savoir avec qui il a mangé Là, il n'y avait pas du vraiment de homard. raison, au fond, de Il y a une démissionner ? question d'exemplarité, mais moi je crois que précisément ce qui m'inquiète, c'est de voir qu'on ne met pas en cause le fond politique. Et que c'est pas pour des Le raisons de fond. premier Je voudrais- problème avec monsieur Rugy, c'était son inconséquence en matière écologique, plus que tout. Parlons des retraites et de la loi bioéthique, deux grands projets de loi qui sont en ce moment sur la table. D'abord, l'audition aujourd'hui de Jean-Paul Delevoye sur les retraites devant la Commission des affaires sociales où vous siégez. Est-ce qu'il pourrait y avoir une chance qu'il arrive à vous convaincre ? Vous, il promet un système de retraite universel. J'aurai l'occasion de discuter tout à l'heure puisque nous allons auditionner M. Delevoye à l'Assemblée nationale cet après-midi et j'y serai. En réalité, je crois qu'il faut dire les choses aux Français. M. Macron prétend que cette réforme des retraites, la réforme de la retraite par points, vise à plus de lisibilité et d'égalité.
En réalité, il n'en est rien. Pourquoi? Parce que cette méthode de la simplification macronienne, on l'a déjà vu à l'œuvre, hein. Monsieur Macron a déjà simplifié le code du travail, il a déjà simplifié l'assurance chômage, et en général, c'est la novlangue macroniste, mais simplifier, c'est généralement détruire et rendre la vie des gens plus difficile. Oui, mais Sur là, le système de retraite, je voudrais qu'on regarde précisément. regardons Âge pivot à précisément. 64 ans, Oui. âge légal maintenu à 62 ans, et puis sur un certain nombre de points, plus de petites retraites, de très petites retraites. En tout cas, il voudrait remonter le niveau à jamais en dessous de 85% du SMIC, majorer les retraites dès le premier enfant, et une meilleure reconnaissance des carrières hachées, comme par exemple celle des femmes notamment. Ça va plutôt dans le bon sens à Non, vos yeux? regardez Apolline de Malherbe. Aujourd'hui, il y a un système de retraite qui fait que vous cotisez, vous êtes en capacité de prévoir quelle sera votre pension de retraite. La réforme par points, en quoi consiste-t-elle? C'est un peu technique, mais il faut l'expliquer. En gros, c'est l'idée de dire tout le monde part d'une même ligne de départ, cumule des points au cours de sa carrière et en fin de carrière, convertit son stock de points compte tenu de la valeur de ce point, en pension de retraite. Donc vous savez combien vous payez, mais tout au long de votre carrière, vous ne savez pas combien vous recevrez. Première chose. Ensuite, il y a la question de quelle est la valeur du point, parce qu'elle peut être modifiée en On cours ne de le sait pas parcours. encore, en effet, hein. Oui, mais il y avait quelques pistes de réflexion. Je poserai notamment tout à l'heure la question à M. Delevoye. Mais par exemple, il nous disait la valeur du point pourrait être fonction de l'espérance de vie de la génération en cours. Mais vous savez qu'au sein d'une même génération, vous avez des écarts d'espérance de vie, notamment que vous soyez ouvrier ou cadre. Je crois que c'est Et ça 6 veut dire que années là encore, ça peut d'écart évoluer. d'espérance de vie. Entre les 5% les plus pauvres et 5% les plus riches, vous avez à peu près 13 années d'écart d'espérance de vie. Donc c'est pas par nature égalitaire. La retraite par point va surtout permettre une chose, c'est de diminuer le montant des pensions en modifiant la valeur du point, d'une part. Et ensuite, sur la question de l'âge légal de départ, là, vous voyez bien qu'on a une fumisterie macronienne Vous en n'osez règle. plus dire hypocrisie? Non, mais si, c'est de l'hypocrisie. Regardez, Monsieur Macron nous dit on va maintenir l'âge légal à 62 ans, mais créer les conditions par une décote que vous puissiez toucher votre retraite à taux Bonus plein malus en gros. seulement à 64. Ça veut dire que dans les faits, l'âge de départ sera non plus de 62, mais de 64. C'est un problème parce que, y compris sur la question du chômage, moi je considère que quand on a fait son temps de travail, on doit pouvoir profiter de la vie et faire autre chose. Vous savez, aujourd'hui, l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays, elle diminue. Et travailler jusqu'à 64 ans, ça veut dire travailler au-delà de l'âge de l'espérance de vie en bonne santé. Moi, je pense que quand on a travaillé, on a le droit à une retraite paisible, à s'occuper des siens, à s'engager, par exemple, dans l'associatif, faire d'autres choses. Mais ensuite, il y a une question qui est liée au chômage. Si vous reculez l'âge de départ effectif, vous créez une situation où, aux deux extrémités de la vie active, vous avez un chômage qui va croissant. D'une part, vous avez des jeunes qui ont du mal à s'insérer, mais vous savez qu'il y a à peu près 300 000 chômeurs dans ce pays de plus de 60 ans, Apolline de Malherbe, qui, pour la majorité d'entre eux, ont leurs annuités et qui ne retrouvent pas de travail. Donc moi, je pense qu'on peut dire que le système de retraite permet de financer la retraite à 60 ans, c'est notre proposition, pour 40 annuités. Comment on le finance? Eh bien, en par exemple mettant à contribution des revenus financiers de l'entreprise, mais surtout, j'en termine là, si vous augmentez les salaires, vous créez un cercle vertueux sur la consommation, sur une meilleure consommation, mais vous avez aussi plus de salaire, cotisations. plus de Si cotisations, vous créez de plus l'emploi, d'argent. tout à l'heure juste on parlait de transition énergétique, tout est lié. Si on industrialise le pays pour relever le défi climatique, on va créer plein de nouveaux emplois, plein de nouvelles compétences, plein de nouvelles formations. Ces nouveaux emplois vont aussi susciter de nouvelles cotisations. Il faut tout penser Quand de on manière vous écoute, systémique. la vie est belle et tout Non, pourrait, non, pas du tout. pourrait aller Pas du si tout. bien. Par contre, il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'on a des solutions et que si on se donne les moyens de changer un peu notre logiciel, vous savez, Et vous tentez de les exposer de tout mettre à le l'heure. vieux logiciel à la poubelle et de mettre un nouveau logiciel Ouais, à on l'ordre a du déjà jour, fait on le coup pourrait. du nouveau monde. Merci. Pas en tout cas. exactement le nouveau monde, là je vous parle, parce Du que là, le logiciel. nouveau monde c'est la forme, moi je vous parle du fond. C'est le fond qu'il est urgent de changer à présent, vous l'aurez Adrien compris. Quatennens, député La France Insoumise du Nord, numéro 2 du mouvement. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir 8h55. invité, bel été.